Bonsoir et bienvenue dans cette édition du vendredi 31 janvier 2025. Voici les titres de votre journal. Comment sortir de la spirale des produits stupéfiants? Dans un instant, vous entendrez le témoignage poignant d'une mère de famille totalement désemparée face au phénomène de l'ICE. Sa seule issue, rejoindre la Fédération de lutte contre les drogues. Deux audiences solennelles de rentrée ce matin au Palais de justice de Papeete. Un rendez-vous traditionnel qui a vu l'installation de Gwenola Jolikos dans ses fonctions de première présidente de la Cour d'appel de Papeete. Elle est ce soir notre invitée. L'inauguration du salon du tourisme baptisé Tere Aia, c'était ce matin à Mamao en présence des autorités du pays et de l'État. Pas moins de 300 exposants sont présents pour ces 3 jours de salon. Et dans la rubrique Te Hono Ta'amotu, nous partirons aux Marquises avec le maire de Nukuhiva, Benoît Kautei, qui sera avec nous en deuxième partie de journal. Que faire quand son enfant tombe dans l'engrenage de la drogue? Comment l'accompagner dans les phases de manque? Toutes ces questions, plusieurs familles y sont confrontées. Vous allez entendre le témoignage d'une mère de famille totalement désemparée face à l'addiction de sa fille. Sa dernière solution, rejoindre la première fédération de lutte contre les drogues. Un témoignage recueilli par Mélissa Chang. Je ne dors pas, j'entends des sirènes. Je m'inquiète, c'est peut-être ma fille. J'appelle des amis que je connais. Ils n'ont pas de nouvelles. Ces larmes traduisent tout le désarroi d'une mère. Sa fille, âgée de 22 ans, a croisé le chemin de la méthamphétamine il y a 6 ans, par le biais de son compagnon déjà actif dans le trafic de drogue. Depuis, l'ICE s'est emparé de son corps avec son lot de maltraitance et de viols. Je souhaite et je désire que le gouvernement fasse quelque chose avant que ça soit trop tard. Pas seulement pour ma fille, mais pour d'autres enfants, d'autres jeunes, des adultes même. C'est trop dur. Je ne peux pas accepter ça. Je ne laisserai pas mon enfant, même à 40 ou 50 ans. Je serai toujours là pour mes enfants. Si le compagnon est aujourd'hui incarcéré, la descente aux enfers continue pour la jeune fille. Quand sa mère l'approche, elle réagit par la violence physique et verbale. Les phases de manque sont les plus dures à gérer. Elle est arrivée toute parfaite, ma fille. Il a fracassé mon cœur, ma fille. Charles, ancien consommateur d'ICE, connaît bien cette phase dans la dépendance. Depuis 17 ans, il se bat contre ce fléau. À travers la première fédération polynésienne de lutte contre la drogue, il accompagne les victimes collatérales, les familles. Le but de cette fédération-là, c'est qu'on puisse monter une structure, justement, une structure d'urgence pour pouvoir accueillir ce genre de cas-là. Parce que ce n'est pas évident pour les familles qui vivent cette situation-là. Le parent qui ne connaît pas ça va se mettre dans un état, mais mon fils il est devenu diabolique ou quoi. Mais c'est normal parce qu'il est addict à ça. Et quand ils n'ont pas la dose, crois-moi qu'ils sont prêts à tout. 10 000, c'est le nombre de consommateurs de méthamphétamine estimé par la justice en 2022. Un chiffre en deçà de ce que constate la fédération qui chaque jour reçoit une trentaine d'appels à l'aide des familles. La Cour d'appel de Papeete et le tribunal de première instance de Papeete ont tenu leurs audiences solennelles de rentrée ce matin au Palais de justice en présence des autorités de la Polynésie française et de l'État. Ce rendez-vous traditionnel a été l'occasion de dresser le bilan de l'année 2024 et de présenter les perspectives 2025 de l'activité judiciaire en Polynésie française. L'occasion également d'installer officiellement Gwenola Jolikos dans ses fonctions de présidente de la Cour d'appel de Papeete. Elle est ce soir notre invitée. Bonsoir, Madame la Présidente. Vous êtes magistrate depuis 35 ans, juge d'instruction à 24 ans, juge aux affaires familiales, secrétaire général de l'inspection générale de la justice. Vous avez exercé également en Outre-mer, notamment en Guyane et à Mayotte. Aujourd'hui, vous êtes l'une des quelques femmes à la tête d'une cour d'appel. Quelle est votre feuille de route pour la Polynésie ? Eh bien, mon ambition pour la justice en Polynésie comme ailleurs, c'est qu'elle soit efficace, qu'elle soit au service des citoyens et des citoyennes, des Polynésiens et des Polynésiennes, dans ce qu'ils attendent de leur institution judiciaire, c'est-à-dire répondre à leurs demandes, régler leurs litiges. Vous êtes connu du grand public pour votre engagement contre les violences faites aux femmes. En Polynésie, 77% des victimes de violences intrafamiliales sont des femmes. Quelle réponse comptez-vous y apporter? Mais d'abord, que vous inspire ce chiffre?
Alors il est vrai que lorsque l'on arrive en Polynésie et que l'on constate la part très importante des violences intrafamiliales dans le contentieux pénal général, on ne peut s'empêcher d'être inquiet et de se poser la question de pourquoi ? Pourquoi mélanger l'amour et la violence ? Pourquoi des incohérences sémantiques entre le lien affectif et le danger de mort ? C'est sur ces sujets qu'il faut travailler pour comprendre cette conversation mondiale autour des violences intrafamiliales. Alors, vous avez été la première magistrate à utiliser le mot féminicide dans une enceinte publique judiciaire, c'était en 2019. Or, ce mot n'est pas un mot purement juridique, ce n'est pas dans le code pénal. En quoi était-ce révolutionnaire ? Alors j'ai utilisé ce mot à l'époque car il m'a semblé, au-delà même du fait qu'il n'est pas présent dans le code pénal, qu'il n'est pas une infraction pénale et donc pas un outil direct pour le juge que je suis, mais il est un mot mobilisateur pour l'ensemble de la société. Et c'est dans les médias que le mot féminicide a tout changé. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on est dans un concept, c'est ça ? C'est un concept, c'est une nouvelle façon de parler du meurtre ou de l'assassinat d'une femme, mais de montrer en quoi ce message du mot féminicide montre en fait la systémique qui est à l'œuvre, montre comment c'est la domination, l'appropriation, la jalousie qui amène un homme à tuer une femme. Justement, vous avez déclaré récemment que la responsabilité d'un juge, le rôle d'un juge, c'est de passer de la casuistique à la systémique. Qu'est-ce que c'est la systémique ? C'est quoi ce système ? Alors la casuistique, d'abord, il faut comprendre que les juges ont pour mission de traiter les sujets les uns après les autres, les dossiers qui se succèdent, les individus qui viennent nous amener la réalité de leur vie, avec toutes les émotions que cela représente pour eux. Mais lorsque l'on est magistrat depuis des années, et c'est mon cas, je constate bien que la casuistique des audiences ne peut que m'amener à aboutir à une réflexion systémique. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est qu'au fil des audiences, je comprends que ce sont toujours les mêmes mécanismes qui se mettent en branle dans les familles, dans les relations entre les individus. C'est-à-dire que l'on soit en métropole ou dans les Outre-mer, en Polynésie compris, c'est le même mécanisme, c'est ça ? En tout cas, en métropole comme en Polynésie, on s'aperçoit que les cas ne sont pas isolés. Il s'agit en réalité toujours de mécanismes, de systèmes qui se mettent en place et que notre rôle de magistrat, c'est d'être bien formé sur ces mécanismes pour, au-delà des cas individuels, comprendre que l'ensemble de la société se joue en fait dans les prétoires. En janvier 2024, vous avez rendu 5 arrêts sur le contrôle coercitif considéré comme historique et fondateur. Qu'est-ce que c'est concrètement le contrôle coercitif ? Alors le contrôle coercitif, c'est un nouveau concept qui nous aide à réfléchir aux violences faites aux femmes, notamment dans leur dimension de micro-contrôle de la vie quotidienne des femmes. C'est un ensemble de tactiques, de régulation, de mise en cause de la liberté des femmes dans le lien conjugal ou le lien amoureux, qui les met en situation de dépendance et qui permet à l'homme de contrôler, dominer, surveiller. Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci. Le 34e Salon du tourisme a ouvert ses portes ce matin à Mamao, un moment très attendu par les professionnels du secteur, mais surtout par les visiteurs en quête de bonnes affaires, pensions de famille, activités nautiques et terrestres ou encore les compagnies aériennes et maritimes. Près de 300 exposants sont présents durant ces 3 jours de salon. Reportage Ismaël Tahiata et Patrick Sinsing. Un décor en toute simplicité, sans chichi. Première participation au salon du tourisme pour Mateata. Le discours est plutôt bien rodé. Une pension de Tikehau transformée en un paradis luxueux. C'est une bonne vitrine pour se faire connaître et se lancer au Tuamotu, c'est pas toujours facile. Bon, on a eu de la chance d'être à Tikehau parce qu'on a des avions tous les jours et surtout qu'on est sur un moto privé. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de scooter, on n'a pas de voisins. Ça, c'est vraiment un grand luxe. Le travail d'équipe tourne à plein régime et un patron charmeur qui n'hésite pas à aborder les chalands potentiels, certains ayant vécu une expérience incroyable.
Les gens déjà, les gens très accueillants et après il y a l'excursion incroyable, la pension en elle-même, il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'espace, les chambres sont très bien. Si tu restes chez toi, dans les îles, il n'y aura personne. Quand tu viens ici, il y a du monde qui t'attend. C'est ce que vous avez vu. Même les anciens clients sont venus. C'est pour réserver pour les amis. Pension, excursion, un duo qui fonctionne à merveille dans les Tuamotu. Rangiroa, une île entourée de mer bleu turquoise. On n'existe que depuis l'année dernière. Notre société a pris forme en août 2023. Donc, ce qui nous a motivés à venir au salon, ce sont nos partenaires, Haïti Moana, qui nous ont inspirés et puis sollicités à venir pour se faire connaître. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on a eu notre première expérience au salon en septembre dernier. Aujourd'hui, on est de retour parce qu'on a vu que ça a quand même bien marché. Une longue file d'attente et un bookmaker surbooké. Les plus beaux fonds marins sont disponibles ici. On est dans le plus bel endroit du monde, à Rangiroa surtout, donc il faut que tous les gens viennent plonger dans cet atoll magnifique. Ici, la concurrence est de bonne guerre. Mieux vaut aller vers le client pour éviter de le perdre. Nous proposons à Moorea des villas en bord de mer avec toutes chambres équipées, climatisées, des kayaks à disposition. Ok, pour combien de personnes? 10 personnes maximum. Super. Cette année, il y a près de 300 exposants sur place. 18 d'entre eux découvrent les coulisses du tourisme avec une grande satisfaction. Et en marge du salon, le président Broderson a annoncé que le pays a accordé à Air France et à Delta Airlines leur demande de fréquences supplémentaires pour la prochaine saison qui débute fin mars. De son côté, la compagnie domestique Air Moana a annoncé la commercialisation de 2 nouvelles destinations, à savoir Huahine et Whakarawa à partir du mois de juillet prochain, grâce à l'arrivée de son 3e aéronef, un ATR 72-600 de nouvelle génération. Nous ouvrons à présent notre rubrique Tehono Tamotu avec notre invité. Hakaiki Benoît Kautai Kahonui. Kahonui James, Kahonui à nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Tavana, le Conseil des ministres s'est tenu à Nukuhiba mercredi. Quelles ont été les doléances des Hakaiki à l'égard du gouvernement? Bien sûr, il y a beaucoup de doléances. Donc, je ne vais pas citer tous les doléances, mais... Les principales doléances, oui, en tous les cas. Les principales, bien sûr, c'est l'aménagement du front de mer de Taihuahe. Sachant quand même que c'est la porte d'entrée des touristes dans ma commune. Et cette semaine, on a accueilli 3 paquebots. C'est pas rien pour la population. Et en plus de ça, dans la programmation des arrivées des paquebots, donc il y aura plus d'une trentaine de paquebots qui vont arriver cette année. Donc il faut quand même adapter le front de mer, sécuriser pour pouvoir que les tourismes circulent tranquillement. En tant que président de la CODIM, la communauté de communes des 6 îles marquisiennes, vous demandez plus de compétences au pays, notamment en matière de développement économique. Qu'entendez-vous par développement économique? Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple, un projet concret que vous souhaitez mettre en place? Donc, en dehors des compétences sur le développement économique, bien sûr, il y a le social. Tout le monde connaît que les communes interviennent sur le social en cas où une famille est en difficulté. Donc, sachant que c'est de la compétence du pays. Bon, au niveau développement économique, c'est tout ce qui touche au secteur primaire, comme la pêche, l'agriculture, l'élevage, la culture, et bien sûr sans oublier le tourisme. Donc, dans le statut de la CODIM, on a 2 compétences obligatoires qui est le développement économique et l'aménagement. Donc, mais par contre, c'est que des études. Ce que les Hakaiki demandent,
c'est plus de compétences au niveau de la réalisation de nos projets. Dernière question, rapidement, Tavana. Où en est le projet Teta Inuia Hau, une aire marine protégée de 700 000 km²? Est-ce que ce projet est toujours d'actualité? C'est vrai, c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on avait réalisé avec beaucoup d'aide assistante de l'État et du pays. Donc actuellement, le projet, on peut dire, c'est au point mort, parce que ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est que ce projet voit le jour. Donc il y a une grande conférence des Nations Unies, le thème sur la mer, qui va se passer au mois de juin à Nice. J'aimerais bien, les Hakaki veulent que le pays donne son avis favorable pour que l'État, bien sûr, annonce et déclare pour classer les 700 km². Benoît Kautei, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire de Nukuhiva, au Taunui. Depuis le 15 janvier et jusqu'au 13 mars, les élèves de terminale sont invités à formuler leurs vœux sur Parcoursup, 10 vœux au total, une étape indispensable pour continuer leurs études après le baccalauréat, raison pour laquelle, afin de les aider à peaufiner leur choix d'orientation, le forum post-bac se tient depuis hier sous le grand chapiteau de la présidence. Reportage d'Abidjan, Nicolas Suir. Il devient de plus en plus facile de se perdre. 30 exposants de plus que l'an dernier, un nouveau record et surtout l'embarras du choix pour les quelques 3300 visiteurs. Ces deux étudiantes viennent de la spécialité STMG pour management et gestion. Elles partent à la découverte des débouchés de leur filière. Ici, la préparation aux grandes écoles de commerce, mais toutes les voies ne sont pas conseillées. Elle était bien, mais elle n'est pas adaptée à notre bac STMG. C'est plus la ECT pour les STMG du coup. Ce qui souvent n'est pas assez connu ici au Fénois, c'est qu'il y a deux prépas qui existent. Il y a la prépa ECG qui est à Gauguin, donc qui est destinée aux élèves qui ont fait un bac général. Les élèves qui ont un bac STMG ne sont pas exercés à la dissertation, donc ont moins d'expérience dans la rédaction longue. Donc c'est pas qu'ils ne peuvent pas candidater chez nous, c'est qu'il y a des grandes chances qu'ils aient beaucoup de difficultés découvrant la dissertation. Nouveau stand, nouvelle chance de trouver sa voie. Cette fois, l'économie-gestion enseignée à l'Université de la Polynésie. Ici, la filière accueille tout le monde, à condition d'être discipliné. Et là, pour réussir, il y a des cours magistraux, par exemple, auxquels il faut assister et on les encourage vraiment. Et il y a une forme d'autonomie qui doit se développer. Il faut vraiment qu'ils pensent au travail qu'il faudra fournir, souvent seuls. Particularité de cette année, l'arrivée de stands pour les métiers d'architecte ou pour trouver un stage. Mais les orientations présentes traditionnellement sont toujours très appréciées des lycéens, celles des forces de l'ordre surtout. On a différents métiers, on l'a vu, on a les maîtres chiens, la cénophile, on a les compagnies républicaines de sécurité. Ici sur le territoire, on a la police judiciaire, on a la police aux frontières et on a également la sécurité publique. C'est extrêmement varié, donc on a pour tous les profils. Jusqu'à la date de sa fermeture demain, le forum post-bac aura accueilli 14 établissements scolaires. Qui succédera à Hokulea Tamari Tissier Miss Punaviet 2022? La réponse le samedi 1er mars prochain. Elles sont 6 candidates âgées de 19 à 27 ans en lice pour cette élection qui aura lieu au parc Vairai. La future Miss Punaviet participera également à l'élection de Miss Tahiti au mois de juin puisqu'une convention a été signée avec le comité Miss Tahiti. On écoute les précisions de Tahani Praoudhei. Elle est interrogée par Ismaël Tahiata et Patrick Sinsing. Le thème de cette année, Tahiti nous Toa, nous aurons en fait un live tout au long de ce spectacle. Ça parle de quoi? Les origines, l'importance des traditions et des valeurs polynésiennes. C'est important parce qu'elle représente la commune, elle représente nos traditions, elle représente nos valeurs. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Il s'agit du témoignage poignant d'une mère de famille totalement désemparée face à l'addiction de sa fille. Sa seule issue, rejoindre la Fédération de lutte contre les drogues. Au programme de votre soirée, le Ori Tahiti est à l'honneur ce soir avec 2 émissions consacrées à la compétition internationale Ori Tahiti Nui Compétition.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à toutes et à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.